Mesdames et messieurs, je vous invite à bien prendre votre place. Merci. Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie. Monsieur Slim Khalbous, recteur de l'Agence universitaire de la francophonie. Mesdames et messieurs, les ambassadrices et ambassadeurs. Monsieur Jean-Marc Sauvé, président de la Fondation nationale Cité internationale universitaire de Paris, vice-président honoraire du Conseil d'État. Madame Laurence Marion, déléguée générale de la Fondation nationale Cité internationale universitaire de Paris, Madame Sophie Norman, directrice de la Maison des étudiants de la francophonie, Mesdames et Messieurs, les directrices et directeurs de maison, Mesdames et Messieurs, les délégués généraux et délégués généraux, chers amis de la francophonie, bienvenue à la cérémonie de l'inauguration de la Maison des étudiants de la francophonie. Sachez, chers invités, que malheureusement, le port du masque est obligatoire pendant toute la durée de l'événement. Nous vous remercions de bien vouloir mettre votre téléphone portable en mode silencieux. L'intégralité de la cérémonie est rediffusée en direct sur les réseaux sociaux de l'Agence universitaire de Paris, ainsi que celui de la Cité internationale universitaire de Paris. Cet événement est donc suivi par des milliers de francophones à travers le monde. Ils ne sont pas physiquement avec nous, mais nous les saluons et nous les remercions quand même pour leur engagement au quotidien en faveur de la francophonie. Je m'appelle Sacha Milanova et je suis étudiante en gouvernance internationale et diplomatie de Sciences Po Paris. Je viens de Bulgarie et je suis résidente à la Maison des étudiants de la francophonie depuis le mois de septembre, où j'ai eu de la chance de découvrir des gens de talent particulier comme Karel. Elle choisit bien ces mots, notre future diplomate. Je m'appelle Karel Matar, je suis architecte libanaise et actuellement étudiante à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville. Je fais partie du master spécialisé en architecture et scénographie et il est en partenariat avec l'école Camando. Je vis ici à la Maison de la francophonie depuis mai 2021. Grâce à cette maison, j'ai l'opportunité de couronner mon quotidien par une vie de campus assez cosmopolite, dynamique et pluridisciplinaire. Elle reflète parfaitement les valeurs et fondements de la francophonie. Venant du pays des Cèdres, le berceau de l'alphabet et carrefour de plusieurs cultures, je dois toute ma sensibilité à mon éducation francophone, et plus particulièrement à l'ouverture d'esprit qu'elle a semée en moi. Elle nous illumine de ses lumières depuis plusieurs générations. Et ça fait vraiment plaisir aujourd'hui de partager cette reconnaissance avec beaucoup de jeunes de partout, des quatre coins du monde. Et je crois que Sacha aussi partage le même avis, j'espère. Oui, merci Karel pour tes mots. Je suis bien d'accord avec toi. Moi, j'ai également une affinité particulière pour la langue française et la francophonie. C'est grâce à ma formation au lycée français Alphonse de Lamartine à Sofia que j'ai pu découvrir la riche culture de la francophonie que je conçois comme un vrai théorème d'alliance. Okay. Pour commencer cette cérémonie, nous vous proposons un concert de musique tunisienne. Nous avons le plaisir d'accueillir M. Hitsène Laribi, joueur d'oud tunisien, et M. Marco Journeau, percussionniste. C'est un grand honneur de les avoir parmi nous. M. Laribi est en France pour la sortie de son dernier album. Il a donné hier un concert à la Maison de la Tunisie, pas très loin de chez nous. Et donc, il est où, M. Laribi? Ouais. Monsieur Laribi.
Je vous remercie pour ce moment hors du temps qui nous a permis de voyager quelques instants dans ce monde francophone riche et d'une grande diversité. J'invite maintenant Madame Sophie Normand, notre chère directrice de la Maison des francophones, pour prononcer son mot d'accueil. Merci Sacha. Monsieur le ministre, Monsieur le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, Mesdames et Messieurs les ambassadrices et les ambassadeurs, Madame l'adjointe à la maire de Paris, Monsieur le président de la Cité internationale universitaire de Paris, Monsieur le président d'honneur de la Cité internationale universitaire de Paris, Madame la déléguée générale, Mesdames et Messieurs les hautes personnalités, Mesdames et Messieurs les directeurs de maison et directrices de maison, chers collègues, Mesdames et Messieurs les résidents de cette maison, Mesdames et Messieurs, c'est avec un immense honneur, une grande joie et une certaine émotion que je vous souhaite aujourd'hui la bienvenue à la Maison des étudiants de la francophonie pour cette cérémonie d'inauguration. Alors, nous inaugurons aujourd'hui une maison qui est déjà pleine de vie, puisqu'elle a accueilli ses premiers résidents il y a près d'un an, le 1er janvier. J'ai eu la chance d'accompagner cette ouverture et de voir la maison se remplir de la vie,
de la diversité, de la richesse de ces 300 résidents venus des 5 continents du monde et de tous les horizons de la francophonie. Nous avons aujourd'hui 51 nationalités représentées dans la maison. La vie de la maison, c'est donc d'abord celle de ses résidents, c'est aussi celle de sa programmation culturelle autour de la francophonie à travers de nombreux projets littéraires avec l'accueil en résidence cette année de la romancière Isabelle Sorante, projets artistiques avec notamment la participation de la maison à la saison croisée France-Portugal, projet enfin issu du partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie que je tiens à saluer et à remercier. Comme je tiens à remercier la Chancellerie des universités de Paris, ainsi, bien sûr, que la Fondation nationale Cité internationale universitaire de Paris, et tout particulièrement sa déléguée générale, Laurence Marion, pour son soutien et pour le travail que nous menons ensemble au quotidien pour faire vivre cette maison, pour en faire un lieu de promotion de la francophonie dans toutes ses dimensions et pour incarner à travers elle les valeurs portées depuis bientôt un siècle par la Cité internationale. Merci. Merci à nos résidents, à nos résidentes. Merci à vous pour votre présence qui nous honore et longue et belle vie à la Maison des étudiants de la francophonie. Madame la directrice, je vous remercie. J'invite maintenant M. Jean-Marc Sauvé, président de la Fondation nationale Cité internationale universitaire de Paris, vice-président honoraire du Conseil d'État, à venir sur scène pour prononcer son discours. Monsieur le ministre, monsieur le député, monsieur le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, mesdames et messieurs les ambassadrices et ambassadeurs, madame l'adjointe à la maire de Paris chargée de l'enseignement supérieur, de la vie étudiante et de la recherche, monsieur le président d'honneur de la Cité internationale universitaire de Paris, madame la déléguée générale de la Fondation Cité internationale universitaire de Paris, je salue Laurence Marion et aussi Karine Camby, si elle est ici, mesdames et messieurs les délégués des générales et les délégués généraux, mesdames et messieurs les présidents des universités et les directeurs des maisons de la Cité internationale. Il est d'usage trop souvent de regretter, et non sans raison, les lenteurs de l'action publique et de brocarder l'étalement du temps qui sépare les paroles des actes. Tous, nous avons été confrontés, comme décideurs ou plus simplement comme citoyens, à des engagements non suivis d'effets ou trop tardivement suivis d'effets. Des engagements ou des promesses qui se concrétisent bien tard. Si les raisons de se réjouir de l'inauguration qui nous rassemble aujourd'hui sont nombreuses, l'une d'entre elles, et non la moindre, est précisément la rapidité peu commune qui a vu ce projet de maison des étudiants de la francophonie devenir réalité. La construction, au sein de la Cité internationale universitaire de Paris, d'une maison des étudiants de la francophonie, cette maison que nous inaugurons aujourd'hui, avait été annoncée le 20 mars 2018 par le président de la République, M. Emmanuel Macron, lors de la présentation à l'Institut de France de son plan de promotion de la francophonie à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie. Cette maison, entièrement financée sur les fonds propres de la Fondation nationale et les emprunts garantis par la ville de Paris, a ouvert ses portes en janvier 2021. Il a donc fallu moins de 2 ans et demi pour concrétiser ce projet ambitieux, grâce à la mobilisation de toutes les équipes de la Fondation nationale, et notamment de la direction du patrimoine avec Vincent Mallard, de la direction des affaires juridiques avec Aurore Leguet-Jouy, sous l'impulsion de mon prédécesseur, Marcel Pochard, et des 2 déléguées générales successives, Karine Camby, puis Laurence Marion, à partir de septembre 2019. Je rends aussi hommage à l'engagement du cabinet d'architectes Baumschlager et Berlet, et également au cabinet SAM Architecture, ainsi qu'à l'entreprise de Mathieu Barre, promoteur du projet.
2 ans et demi, ce délai constitue dans l'absolu une performance collective peu banale, fruit de la mobilisation déterminée et continue de toutes les équipes concernées. Si l'on ajoute que ces 2 ans et demi ont été ceux qui ont vu la crise sanitaire du Covid-19 faire irruption dans nos vies et percuter violemment nombre de projets, alors la performance devient un exploit. Pour braver ces vents contraires et faire mentir toutes les lois du genre, l'impulsion donnée en 2018 par le président de la République a été décisive. Le 11 avril 2018, 3 semaines après l'intervention présidentielle à l'Institut, le contrat permettant la construction de cette maison était signé. Le 1er janvier 2021, la Maison des étudiants de la francophonie a accueilli ses premiers étudiants et chercheurs français et internationaux sous l'impulsion de Sophie Nordman. Elle accueille depuis cette date des étudiants de 51 nationalités, dont de nombreux Libanais, et nous sommes heureux d'avoir ainsi contribué à réduire le fardeau qui pèse sur ce pays. Cette maison propose 300 logements et des espaces communs pour favoriser la vie collective. 150 studios sont réservés par l'Agence universitaire de la francophonie. Car l'engagement du chef de l'État a eu pour effet d'ouvrir la voie à un accord qui a été signé entre la Cité internationale et l'Agence universitaire de la francophonie pour garantir la destination et sécuriser l'exploitation de cette maison. Mais pour expliquer cet exploit, sans doute fallait-il plus que cette impulsion décisive. Si ce projet a pu cheminer dans des délais records, c'est aussi et surtout parce qu'il répondait à une forme d'évidence. Depuis sa création, en effet, la Cité internationale place la promotion de la francophonie au cœur de son projet. Les manifestations culturelles ou intellectuelles qu'elle organise ou auxquelles elle s'associe font vivre les idéaux et les valeurs universelles que porte la francophonie. Elle compte parmi ses anciens résidents nombre de personnalités francophones célèbres, Léopold Sédar Senghor, Habib Bourguiba ou encore Abdou Diouf, pour ne citer que quelques-uns parmi les noms les plus fameux. Les générations de résidents qui se succéderont à la Maison des étudiants de la francophonie entreront ainsi dans une grande famille de près de 450 000 alumni. C'est pour rendre hommage à l'une de ces personnalités marquantes pour sa contribution au rayonnement de la langue française et au dialogue des cultures que nous avons fait le choix de nommer le salon dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui du nom de Léopold Sédar Senghor. Poète et écrivain, mais aussi homme d'État, premier président de la République du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, dont nous commémorerons dans quelques jours le 20e anniversaire de la disparition, a été résident à la Fondation Deutsch de la Meurthe entre 1931 et 1934. La francophonie figure ainsi en bonne place au cœur du projet de la Cité internationale universitaire. Il est assez aisé de le démontrer et même de le ressentir lorsque l'on flâne sur le campus de la Cité. Mais il apparaît aujourd'hui nécessaire de le réaffirmer. C'est aussi le sens de la construction de cette maison. Il est vrai que, en effet, que la pratique de l'anglais progresse dans les maisons de la Cité. Il n'est plus rare aujourd'hui que des étudiants ne maîtrisant pas le français arrivent sur le campus. Certains enseignements sont en effet dispensés uniquement en anglais dans nos universités et nos écoles. Nous avons donc besoin, plus qu'avant, de traduire systématiquement l'information que nous donnons aux résidents, comme cela a été le cas en particulier pendant la pandémie. Ce n'est pas pour autant un échec, mais un défi qui s'ouvre à nous pour donner goût à notre langue et à la culture française. La Maison des étudiants de la francophonie constitue un outil privilégié pour relever ce défi. Nous avons, je l'ai rappelé, signé un partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie qui dispose d'un contingent de 150 sur les 300 chambres que compte la maison. Ce partenariat traduit notre volonté d'agir en faveur de l'accueil en France d'étudiants issus de la francophonie. Nos deux institutions mènent des missions communes basées sur les échanges internationaux
et partagent les mêmes valeurs de dialogue culturel et de tolérance. Grâce à ce partenariat, la Maison des étudiants de la francophonie a un rôle à jouer dans le renforcement de la coopération universitaire et scientifique avec les pays francophones. Elle permettra aux étudiants francophones du réseau de l'AUF de séjourner sur notre campus et d'y rencontrer des milliers d'étudiants d'origine, de cultures et de disciplines diverses. Ce projet résolument tourné vers la jeunesse fait le pari de la mise en valeur des talents des pays francophones en leur ouvrant la porte des meilleurs établissements d'enseignement supérieur franciliens. Mais il faut aller plus loin. Je forme le vœu que d'autres partenariats puissent voir le jour pour structurer les activités de cette belle maison. La remise des prix Jeunes Écritures 2021 RFI AUF, tout à l'heure, en est un bel exemple. Je pense aussi, bien sûr, aux actions qui pourraient être menées avec la Cité internationale de la langue française installée à Villers-Cotterêts, ville et château que je connais bien. Une histoire commune entre ces deux structures peut, et j'irais même jusqu'à dire doit être racontée. Je salue la présence de la directrice générale de la Cité internationale de la langue française, Valérie Senghor. Je sais que la directrice de la maison, Sophie Nordman, a beaucoup d'idées pour faire vivre cette maison, comme ce projet qui vient de se concrétiser de résidence d'écrivains, qui permettra d'organiser des ateliers d'écriture ouverts à tous les étudiants de la Cité, mais aussi le projet de conférences et d'échanges autour du travail de notre langue. Avec la Cité, avec la Maison des étudiants de la francophonie universitaire dispose désormais d'un magnifique étendard. La construction de cette maison renforce aussi le rôle de la Cité internationale en matière d'accueil de la mobilité étudiante et scientifique internationale. C'est une évidence que je tenais néanmoins à rappeler. Voilà, je tiens pour finir à remercier à nouveau l'ensemble des acteurs de ce projet exemplaire, qui est une manifestation supplémentaire de la renaissance et du dynamisme de la Cité internationale. Et notamment, oui, le conseil d'administration dont je n'ai pas encore parlé, c'est son président honoraire, son président d'honneur, Marcel Pochard. Je voudrais aussi, au-delà du travail de l'ensemble des personnes, des délégués généraux, des responsables des services, des équipes, saluer le rôle du recteur chancelier des universités, qui n'a pu être présent parmi nous aujourd'hui, mais qui est représenté par son délégué académique pour les relations européennes et internationales, M. Lazare Popper. Je forme le vœu, en terminant, que cette maison fasse vivre la francophonie, une francophonie ouverte, fière des valeurs qu'elle véhicule, dynamique et au service de notre langue, cette si belle langue française dont Albert Camus disait qu'elle était sa patrie. Que cette maison fasse vivre aussi notre culture, mais également une francophonie tolérante et accueillante aux autres langues et cultures, une francophonie qui aide à construire des ponts et non des digues ou des murs. La francophonie est le choix du cœur, disait Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française. C'est donc avec cœur et chaleur que je souhaite longue et belle vie à la Maison des étudiants de la francophonie et à ses résidents présents et futurs. Je vous remercie. Monsieur le Président, je vous remercie. J'invite maintenant Monsieur Slim Halbous, recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, à bien vouloir nous rejoindre pour prononcer son discours. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, d'abord, cher Jean-Baptiste, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs,
Monsieur le Président de la Fondation nationale Cité internationale, Madame la déléguée générale, chère Laurence, Madame la directrice, chère Sophie, cher Jacques, Monsieur le secrétaire général parlementaire de la PF, Mesdames et Messieurs, chers étudiants, chères étudiantes, chers étudiants, je suis ravi que nous puissions enfin fêter la maison des étudiants de la francophonie en dépit des conditions pandémiques toujours délicates. L'AUF est très fière d'être étroitement liée à ce beau projet lancé par le président Macron en 2018 lors des festivités traditionnelles de la francophonie comme chaque année au mois de mars. À cette belle occasion, permettez-moi de remercier tous les responsables de la CPU pour l'excellente collaboration entre nos équipes. Et je dirais qu'avec cette 40e maison, je crois, dédiée aux étudiants du monde entier, venant étudier en France, la CUP est forcément un acteur majeur du développement de la francophonie, même dans un environnement plurilingue, et encore plus spécifiquement la francophonie estudiantine, la francophonie universitaire, la francophonie scientifique. Ce positionnement nous réjouit particulièrement en tant qu'ONG internationale, multilatérale, à but non lucratif et solidaire, dont le but est précisément de développer la francophonie scientifique. Pour nous, ce n'est donc pas une simple inauguration d'un bâtiment, même si le bâtiment est moderne et remarquable. Nous avons eu l'occasion avec Monsieur le ministre de le visiter il y a quelques mois. Mais au-delà de cet aspect architectural, l'ambition de cette maison est de participer au développement de ces dimensions interculturelles, éducatives et scientifiques de la francophonie. D'ailleurs, cette année, l'AUF a sélectionné 112 étudiants, majoritairement inscrits en master et en doctorat, majoritairement féminins, je crois que 65 filles et 47 garçons, et issus de 26 pays différents au moins, et donc un très beau mélange culturel. Je suis également fier de dire que grâce à cette maison, nous avons pu concrétiser la solidarité active de la francophonie, puisque la priorité a été donnée aux étudiants issus de pays en très grande difficulté, comme par exemple le Liban en ce moment, avec des quotas spécifiques. Avant de terminer ce petit mot, je dois vous dire que ce beau projet a donné de bonnes idées à d'autres partenaires de l'AUF. En effet, l'AUF qui vient de fêter son 60e anniversaire à Bucarest en septembre, lors de l'Assemblée générale quadriennale. Lors de cet événement, la Roumanie a annoncé le lancement de la 2e maison des étudiants de la francophonie, avec la mise à disposition de 100 lits par l'Université Polytechnica, qui avait abrité l'événement, et qui sont donc dédiés à la mobilité estudiantine, et en particulier aux étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études en langue française en Roumanie. Voilà comment les bonnes idées se développent et inspirent d'autres partenaires de la francophonie. Encore merci donc à la France pour cette très belle initiative. Merci à la CUP pour son professionnalisme et sa coopération. Vive la jeunesse francophone, vive la francophonie scientifique, vive la francophonie. Monsieur le recteur, je vous remercie. Recevons à présent Monsieur Jean-Baptiste Lemoine, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français à l'étranger et de la francophonie, pour son allocution. Monsieur. Bien, Monsieur le Président, je dois faire remarquer à l'assistance qu'avec la rigueur qui caractérise l'ancien secrétaire général du gouvernement, vous avez déroulé un protocole impeccable et que du coup, je me range derrière. Je n'ai pas envie de me lancer dans une énumération aventureuse qui me ferait oublier les uns et les autres. Et donc, merci à nouveau, Président, pour votre accueil. Merci également à la déléguée générale Laurence Marion, à la directrice de la maison, Madame Nordman, de nous accueillir. C'est vrai que c'est un moment qui est du pur bonheur, pardon de le dire comme ça, de façon un peu triviale, mais
l'esprit de la francophonie, non seulement il rôde ici, dans les allées, comme vous le signaliez, Président, mais surtout, la francophonie, en réalité, elle est née ici, véritablement. Je reprenais un vieux numéro de la revue Esprit de 1962, qui justement était dédié à la francophonie. Et il y avait un certain nombre de contributions, toutes fort intéressantes. Je pense d'ailleurs que ce numéro devrait être mis à disposition des résidents, parce que c'est une part de l'histoire de cette aventure commune. Et il était bien précisé qu'en fait, la francophonie, avant d'être institutionnelle, tu rappelais, monsieur le recteur, les 60 ans de l'AUF, du réseau des universités francophones, les 50 ans et quelques, désormais également, de l'ACCT, devenue Organisation internationale de la francophonie. Mais ce qui a précédé tout ça, ça a été avant tout des étudiants francophones qui ont ensemble pris conscience de ce lien qu'ils avaient, et finalement, tout s'est joué ici. Et c'est pas une invention, c'est pas une uchronie, c'est réellement cela. Et effectivement, quand vous énumériez, Président, la liste des résidents, cette maison va verser, ce campus, cette cité internationale, va sur ses 100 ans, en 2025, je crois, sous le contrôle des présidents successifs. C'est d'ailleurs, on va se réjouir que la francophonie soit de plein pied pour le premier centenaire. Et puis après, il y aura d'autres centenaires. Nous ne verrons pas en 2120 ou 2121 le premier centenaire de cette maison, mais sûrement des esprits à ce moment-là se référeront aux textes qui ont été prononcés aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que, effectivement, dans les années 1925, 1930, 1935, se sont succédés ici Habib Bourguiba, il était fondation Dodge de la Meurthe, Aimé Césaire, Abdou Diouf, résidence Lucien Paille. À l'époque, c'est aussi les moments où, justement, ces esprits prennent conscience de ce qui les réunit. Et puis, il y a aussi un aspect un peu militant. C'est ici que naît, quelque part, qui est porté sur les fonds baptismaux, la FEANF, la Fédération des étudiants d'Afrique noire et francophone, qui donnera d'ailleurs au continent un certain nombre de ses dirigeants. Michel Jobert aussi est passé par la Cité internationale. Et naturellement, Léopold Sédar Senghor, lui également, à la fondation Dodge de la Meurthe. Et donc, tous ces esprits ont élaboré la francophonie. Et ont fait en sorte qu'après, les gouvernements, les dirigeants s'en emparent. Et donc, c'est un juste retour des choses qu'effectivement, une maison des étudiants francophones puisse enfin être érigée ici. Et je veux remercier effectivement toutes les parties prenantes, naturellement la Fondation, parce que tout cela, vous l'avez conduit sur vos fonds propres, la mairie qui a permis de garantir un certain nombre d'emprunts. Et vous aviez eu une prescience, il faut dire les choses, en pressentant que le président de la République s'emparerait de ce chantier francophone, ce qui a fait qu'effectivement nous avons pu conduire et réaliser ce projet dans les meilleurs délais. Et je dois dire que année après année, les images me reviennent. 2019, nous étions réunis dans les locaux de la Fondation Juliana, me semble-t-il. C'était pour une première pierre symbolique. Hélas, 2020, vous le connaissez, avec son cortège d'interdiction, ne nous a pas permis de nous réunir. Et puis, 2021, nous avons pu accueillir les premiers résidents. Et c'est vrai qu'ils ont beaucoup de chance, je pense, de pouvoir être ici, avoir les conditions d'un épanouissement à la fois personnel, professionnel au sens du travail étudiantin, naturellement, et de s'inscrire, la chance de s'inscrire aussi dans les pas de toutes celles et tous ceux qui les ont précédés dans cette cité internationale universitaire de Paris, qui étaient francophones ou francophiles, qui n'étaient pas dans cette maison, mais dans d'autres maisons, et qui ont ainsi, encore une fois, façonné ce que nous sommes aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que Tahar Ben Jelloun définit la francophonie, d'ailleurs, avec cette image de la maison. Il le dit, c'est une maison qui n'est pas comme les autres, où il y a plus de locataires que de propriétaires.
montrant bien combien finalement la langue française, elle est matinée par les différents accents, par les différents vocabulaires. Et nous avons, il y a quelques mois, avec Roselyne Bachelot, dévoilé ce dictionnaire des francophones. Je salue le délégué général qui est ici présent, qui a rendu possible ce projet. Et on voit combien, justement, il y a ce tronc commun et puis tous les affluents de tous les continents avec une richesse de vocabulaire qui, d'ailleurs, je peux vous le dire, ayant testé auprès d'enfants de 6 ans et 11 ans, sont tout à fait intéressés d'accumuler ce vocabulaire. Girafé, par exemple, c'est vrai que c'est un terme qu'on n'emploie pas traditionnellement, mais qui est joli pour désigner celui qui copie. Tout ça pour dire que c'est un moment qui, je pense, est empreint d'émotion pour toutes celles et tous ceux qui ont permis de mener à bien ce projet. On a la chance d'avoir un président de la République qui s'est emparé de ce sujet de la francophonie. Je crois pouvoir dire que beaucoup a pu être mis en place grâce à lui, et il faut une volonté politique. Je vois Jacques Krabal qui opine du chef, et le président Sauvé me rappelait qu'ayant été préfet de l'Aisne, il avait vu dans quel état se trouvait le château de Villers-Cotterêts. C'était au tournant des années 2000, et qu'il avait à l'époque fait en sorte d'entreprendre un certain nombre de chantiers d'urgence. Je me souviens, avec Jacques Krabal, nous étions aux côtés du président. Il n'était pas président. Il était candidat et il était venu. Et il avait été à la fois sous le charme de Villers-Cotterêts, parce que ça représentait dans l'histoire de France, et en même temps un peu en état de choc, en voyant l'état de Villers-Cotterêts. Et s'il n'y avait pas eu cette impulsion politique décisive, hélas, Villers-Cotterêts continuerait à se délébrer. Et là, c'est le sursaut. Merci d'ailleurs à celles et ceux qui y travaillent d'arrache-pied, grâce au CMN notamment. Alors, je lisais hier que le combat pour la langue française était un vain combat. C'était dans un quotidien national, parlant d'ailleurs d'un donquichotisme. Écoutez, moi je crois pouvoir dire, ce que je ressens en tous les cas, c'est que en voyant justement tout ce qui se fait ici, alors il y a l'enveloppe physique, effectivement, la maison en tant que telle, mais il y a également tout ce qui s'y élabore, ce qui s'y trame, j'ai envie de dire, puisque la directrice et le président ont évoqué tous leurs projets, en voyant effectivement la vitalité de la langue française et des projets qui viennent à terme, à maturité. Moi, je crois qu'il ne faut pas baisser les bras. Au contraire, et aujourd'hui, vous nous donnez plein d'énergie pour continuer tous ces combats. Des combats qui méritent aussi de faire de nous des résistants un peu, c'est vrai. Il peut y avoir une forme de rouleau compresseur. Mais il y a quelques jours, le président accueillait d'ailleurs Antonine Maillet, prix Goncourt pour Pélagie la Charrette, de mémoire. Et femme qui est émouvante, attachante, et qui rappelait, qui disait, mais à 12-13 ans, elle est acadienne, ce peuple sans État, qui a subi le grand dérangement, vous vous souvenez, en 1755. Et elle disait, à 12-13 ans, à l'école, la maîtresse me dit, on va vous faire la dictée, vous allez écrire « My own funerals ». Elle dit, mais ma langue, c'est le français. Je ne vais pas écrire en anglais mes propres funérailles. Et donc, c'est ainsi qu'à 12-13 ans, voilà, par la volonté de ce petit bout de femme, eh bien, petit à petit, la langue française a connu un nouvel essor. Et puis, elle a fait en sorte que l'Acadie soit à nouveau dans les esprits. Tout ça pour dire que même quand la flamme de la francophonie peut paraître très ténue, presque sur le point de s'éteindre, eh bien non. Elle est là pour demeurer vive. Et assurément, tous les résidents et toutes les résidentes ici, je pense, y participent. Il y a ceux qui sont nés de langue française et qui trouvent ici un environnement favorable. Et puis, il y a ceux qui choisissent le français, comme vous,
si j'ai bien compris, et pour qui ça nous touche, le fait de choisir cette langue et de faire le choix justement d'étudier dans cette langue. Soyez-en remerciés, mais pour chacun finalement, qu'on soit francophone dès la naissance ou qu'on choisisse cette langue, il y a un moment, il faut une forme de découverte. Oui, on parle français, mais est-on vraiment francophone, au sens où prend-on conscience de toutes les potentialités que recèle cet espace, potentialités en termes d'études, d'échanges, de travail, etc. Pas forcément. Et je fais une petite incidente, Président, et pardon, parce que là, du coup, je ne suis plus du tout dans les temps de parole qui avaient été impartis. Mais finalement, une maison de la francophonie, on n'inaugure pas une tous les ans. Donc voilà, savourons ce moment. Il se trouve que, venant régulièrement de ma circonscription de Lyon, donc empruntant la route qui longe la maison, je me faisais la réflexion, et peut-être est-ce utopique, qu'on pourrait encore plus donner à voir qu'ici, c'est la maison des étudiants de la francophonie, parce que nous avons un mur qui donne sur le périphérique, et je trouve que le fait peut-être de le pavoiser aux couleurs de la francophonie, en tous les cas, on peut trouver les moyens techniques, à mon avis, et le ministère de l'Europe des Affaires étrangères des moyens financiers, sinon, si on ne sait pas faire ça, ma foi, il faut changer de métier. Mais je pense que c'est, à travers l'anecdote, c'est important, parce qu'il y a des milliers, des millions de personnes qui passent tous les mois ici, et moi je pense que la francophonie, on peut la connaître aussi par un rapport d'étonnement. Parce que ce drapeau, on a besoin de le faire connaître. Il est peu connu en réalité. Et le fait d'exposer ces couleurs de la francophonie, on va se dire, mais c'est quoi? Et donc la curiosité appelle à rechercher ce qu'est ce drapeau et peut-être et bien, du coup, à éveiller à nouveau des consciences à la réalité francophone. Donc c'était une parenthèse, mais vraiment, merci du fond du cœur, parce que je crois que ça fait partie de ces réalisations eh bien, qui font que toutes et tous ici dans cette salle, pour avoir apporté un petit bout de la pierre à l'édifice, je crois que chacun doit rester très humble et très modeste, mais au total, la somme des énergies fait qu'il y a désormais cela, eh bien on se dit que voilà, on a été un petit peu utile dans ce bas monde. Donc merci pour tout et vive la francophonie! Monsieur le ministre, je vous remercie. J'invite maintenant les autres intervenants à rejoindre Monsieur Jean-Baptiste Lemoine sur scène près du Chevalet, ainsi que Madame Laurence Marion, déléguée générale de la Fondation nationale Cité internationale universitaire de Paris. Replacing guy.
Je remercie toutes les personnalités de bien vouloir prendre place au premier rang, à l'exception de M. Slim Kalbous. J'invite maintenant M. Pascal Paradou, directeur adjoint de Radio France Internationale, chargé de la francophonie et des opérations culturelles du RFI, Madame Aïcha Moutawakil, conseillère politique et relations publiques du recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, et Madame Pierre-Yann Fenlon, d'accord, bon. Pas les masques. Bonjour Pascal. Bonjour Aïcha, bonjour à toutes et à tous. C'est un autre grand moment de cette matinée que cette remise du prix Jeunes Écritures RFI AUF, un prix qui a été initié voilà 3 ans, mais qui n'avait jamais connu un tel public pour sa remise, puisque c'est un événement que cette inauguration de la Maison des étudiants francophones, mais c'est aussi une sorte de cérémonie post-Covid, puisque nous avons un peu joué de malchance jusqu'à présent. Donc c'est un prix de littérature, donc tout commence par une première phrase. Moi, je suis différente. Je l'ai toujours été. Pour ma mère, c'est comme si j'étais une extraterrestre. Voilà, ce sont les premières phrases, effectivement, mon cher Pascal, que les participants de notre prix Jeunes Écritures RFI AUF devaient utiliser pour commencer leur nouvelle. En effet, c'était la proposition, c'est une phrase du roman de Djaïli Amadou Amal, Les Impatientes. Moi, je suis différente. Bien évidemment, ça n'était pas réservé aux autrices. Les ils et les yel étaient autorisés à participer à ce prix Jeunes Écritures, puisqu'en fait, cette phrase qui salue la différence fait écho à la diversité de la francophonie et à ce que ce prix veut mettre en avant, c'est-à-dire à la fois les talents, la diversité géographique, et j'ai presque envie de dire, non pas linguistique de la francophonie, mais il peut y avoir, et on le sait tous, plusieurs manières d'écrire et de penser le français. Et donc, ce prix accueille toutes ces possibilités, tous ces imaginaires de la francophonie. Il a été initié il y a 3 ans, je le disais. Vraiment, c'est une association très, très dynamique entre nos deux maisons, puisqu'il y a à la fois l'AUF, chacun a sa spécificité. L'AUF, c'est combien 1007 établissements dans 119 pays. Donc, c'est presque plus de 15 millions d'étudiants. 15 millions d'étudiants. Et RFI, c'est à peu près 40 millions d'auditeurs de par le monde sur les 5 continents aussi. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'ils n'ont pas tous moins de 29 ans, les auditeurs de RFI, mais il y en a quelques-uns quand même, beaucoup même, sachant que ce prix Jeunes Écritures, RFI AUF, est donc réservé à des étudiants d'expression française, âgés de 18 à 29 ans, et qui devaient donc, à partir de cette première phrase de Djaïli Amadou Amal, imaginer une fiction de 8000 caractères au maximum. Et bien évidemment, après cette phrase, chacun pouvait imaginer ce qu'il voulait, proposer, écrire ce qu'il ressentait. Et il y a eu d'ailleurs des récits qui étaient à la fois des récits de science-fiction comme des récits très, très ancrés dans la vie quotidienne et dans les problématiques actuelles. Il y a eu beaucoup de textes, notamment sur la question de la violence faite aux femmes. Absolument. Avec en écho d'ailleurs donc ce roman de Djaïli Amadou Amal dont tu parlais. Mais donc je voudrais dire quand même que le jury était aussi composé d'autres personnalités que je voudrais quand même citer ici. Donc nous avions Saulo Neva qui est directeur régional de l'AUF pour les Caraïbes, qui en faisait partie, Georges Malamoud qui est le conseiller stratégie et numérique du recteur de l'AUF, et un certain Pascal Paradou, alors qu'on ne présente plus, directeur donc adjoint de Radio France Internationale, chargé de la francophonie et des opérations culturelles de RFI. Et donc, ce sont des messieurs, vous l'avez remarqué comme moi. Et donc, pour présider ce jury, il nous fallait une magnifique écrivaine. Et effectivement, nous avons donc demandé à Djaïli Amadou Amal, qui est donc une écrivaine camerounaise, qui est peul et musulmane, qui a été donc mariée à 17 ans. Elle a connu tout ce qui fait la difficulté de la vie des femmes au Sahel. Donc, je le disais, c'est d'ailleurs le sujet de son roman Les Impatientes, qui, je le rappelle, a reçu le prix Goncourt des lycéens 2020. Elle s'est affirmée aussi en militante féministe à la tête de l'association Femmes du Sahel. Et donc, c'est une des valeurs sûres de la littérature africaine aujourd'hui, mon cher Pascal, et l'une des
plus importantes écrivaines du Cameroun, donc que nous saluons, puisque malheureusement, elle n'est pas parmi nous aujourd'hui. Voilà. Mais elle vous envoyait un texte que vous lirez tout à l'heure. Il faut oublier, ou plutôt ne pas oublier, un autre partenaire, c'est Short Edition. Absolument, Short Edition, sans qui d'ailleurs ce partenariat entre nous n'aurait pas pu avoir lieu, puisque c'est sur leur plateforme que les participants déposent leurs textes, s'inscrivent et déposent leurs textes. Et donc cette année, pour cette 3e édition, Short Edition a rassemblé, a donc effectivement reçu 462 œuvres donc, qui étaient en compétition. C'est dire que les lauréats ont beaucoup de mérite. Donc 462 œuvres et 2 prix seulement que nous allons vous révéler, en tout cas le nom des lauréats et des lauréates, avec un premier prix du public qui récompense, je fais peut-être durer un tout petit peu le suspense, un jeune homme de 25 ans, guinéen, dont le papa est mécanicien, dont la maman est aide ménagère, qui finit un double master d'économie à l'université de Rabat et d'ingénierie culturelle à l'université de Lille. Et je pense que ses parents peuvent être fiers de lui parce qu'il sera un grand financier, je pense, mais aussi un grand auteur. Il s'appelle Sékou Oumar Sylla. Il n'est pas là, mais je vous demande quand même de l'applaudir puisqu'il nous suit sur les réseaux sociaux actuellement. Et alors, je voudrais, avant que Aïcha lise un extrait de son texte, je voudrais d'abord lui dire qu'il a une très très bonne idée en participant à la plateforme Mondoblog de RFI, puisqu'il est un des membres de cette plateforme collaborative. Et j'aimerais juste vous lire un tout petit extrait de l'intention d'un texte argumentaire pour expliquer son désir d'écrire. J'ai souhaité donner par le biais de mon texte... C'est pas très pratique. J'ai souhaité donner par le biais de mon texte l'espoir à ceux qui sont notamment issus de milieux relativement défavorisés. C'est important pour moi qu'ils sachent que leurs véritables limites sont d'abord mentales avant d'être physiques. C'est important pour moi qu'ils sachent que nous sommes à une époque formidable où vos connaissances et compétences peuvent vous aider à briser les chaînes de la pauvreté et à changer positivement et durablement le cours de l'histoire de votre famille. Et enfin, j'ai souhaité qu'ils sortent de la logique comparatiste pour se remettre véritablement en question en se posant de bonnes interrogations. Qui j'étais hier? Qui suis-je aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de devenir demain? Voilà donc pour l'argumentaire de ce jeune auteur, Sékou Oumar Sylla, qui a été récompensé pour quel texte? Alors un texte à qui il a donné ce titre, L'art de vie et de la réussite. Donc Sékou Oumar Sylla. Moi, je suis différent. Je l'ai toujours été. Pour ma mère, c'est comme si j'étais un extraterrestre. Elle pense depuis toujours qu'elle m'a mis au monde pour briser la chaîne de la pauvreté dans notre grande famille majoritairement peuplée d'agriculteurs et d'illettrés. Mon professeur du primaire aussi croyait dur comme fer. Comment pouvait-il penser la même chose à mon sujet? Voulait-il tout simplement me pousser à me surpasser? Je ne sais pas. Avait-il lu mon avenir dans une boule de cristal? Je l'ignore. Peut-on donner un sens à tout cela? Est-ce que la vie a un sens? N'est-ce pas à nous de lui en trouver un? Voilà, je vous remercie. La suite sur nos sites respectifs. Voici donc pour le prix du public. Il y a donc un autre prix qui est le prix du jury. Donc ce jury qui a été présidé par Djaïli Amadou Amal et qui vous a donc, Aïcha, envoyé un petit texte puisqu'elle ne pouvait pas être présente ce matin. Il y a eu un projet de vidéo qui n'a pas pu se faire parce que voilà, parfois la technique est compliquée. Alors voici le texte, le message que nous adresse donc Djaïli Amadou Amal. La 3e édition du prix RFI Jeunes Écritures fut une excellente édition. Ce prix aussi, faut-il le rappeler, participe de la promotion de l'écriture et la lecture du français à travers la littérature courte. Il permet ainsi de découvrir de nouveaux talents et de donner une chance aux passionnés d'écriture et de littérature de se révéler à eux-mêmes et à leur public. Pendant cette édition, nous avons eu à découvrir des textes aussi intéressants les uns les autres, qui témoignent de la créativité des participants et surtout des promesses certaines pour la littérature francophone de demain.
Ce prix est pour ainsi dire un excellent tremplin pour les jeunes désireux de nourrir une vocation dans la littérature. Ce fut un immense honneur pour moi de présider le jury de cette 3e édition et adresse mes très vifs encouragements à tous les participants. Mes chaleureuses félicitations à la lauréate et plein succès pour la suite dans le monde de la littérature d'expression francophone. Je vous remercie. Donc si vous avez été attentif, il y a un indice, c'est une lauréate. Et je laisse au recteur le soin de nous révéler qui est donc cette lauréate de ce prix Jeunes Écritures RFI AUF, moment solennel. Ça ressemble au César. Un grand suspens. Mais c'est quand même une très belle occasion d'associer cette belle inauguration avec le prix AUF RFI qui devient aujourd'hui une tradition, je l'espère encore pour longtemps, et qui montre les différents outils du rayonnement de la francophonie, par l'écriture, par la mobilité, par la rencontre interculturelle. Alors, sans trop tarder, le jury de notre concours Prix Jeune Écriture RFI AUF a désigné une lauréate, ça vous l'avez déjà su. Elle est haïtienne, elle est étudiante en médecine, comme quoi la littérature n'est pas réservée à certains. Son texte est intitulé « Renaissance », raconte l'histoire d'une sirène qui se transforme en monstre marin. Et je vous laisse la suite. La gagnante est Pierre-Anne Félanon. Bravo Thierry. Alors, bien évidemment, vous êtes récompensé pour un texte, donc on va entendre ce texte dans quelques minutes, mais bien évidemment, pour chacun, vous êtes un jeune auteur, une jeune autrice plutôt, que nous allons découvrir. Donc forcément, il faut que vous répondiez à quelques-unes de nos questions. Vous êtes arrivé, je crois, hier ou dimanche à Paris. C'est la première fois que vous veniez en France. Il faut d'ailleurs remercier l'AUF et Brigitte Chautel qui s'est démenée pour vous faire venir tout particulièrement pour cette remise de prix depuis Port-au-Prince. Est-ce que vous confirmez que c'est la première fois que vous venez à Paris ? Oui, c'est la première fois que je viens à Paris. Et ça vous fait quelle impression ? Bon, d'abord, je dois dire que je suis très excitée, mais j'ai aussi été charmée par la ville. Vous êtes charmée par la ville. Oui. Vous êtes étudiante en médecine, monsieur le recteur le disait, et vous écrivez. Comment vous arrivez à concilier ces deux activités et ces deux passions, j'imagine ? Il faut mettre le micro très près de la bouche. Ce n'est pas chose facile d'associer les deux parce que des fois, mes études en médecine ne me laissent pas beaucoup de temps pour m'adonner comme je voudrais à l'écriture. Mais une fois que j'ai un peu de temps libre, je le fais autant que possible. Mais vous écrivez depuis longtemps ou c'était juste ce concours qui vous a donné l'envie d'écrire ? J'écris depuis bientôt 5 ans. Depuis bientôt 5 ans. J'ai plusieurs textes que je n'ai pas publiés. C'était ce que j'appelle des textes d'entraînement. Et il y a 2 ans de ça, j'ai commencé à publier mes textes en ouvrant un blog. D'accord. Donc en fait, vous pourriez demain décider de vous consacrer davantage à cet exercice qu'est l'écriture. Oui, ça fait partie de mes plans. Ça fait partie de vos plans, voilà. Donc, voilà. Grand médecin et grand écrivain. Ce qui n'est pas antinomique. Ce qui n'est pas antinomique, il y en a eu déjà beaucoup dans la littérature francophone. Ce blog raconte quoi ? Enfin, je le sais un peu, je suis un faux naïf là en vous demandant ça. Qu'est-ce que vous racontez sur ce blog ? Alors, l'essence de mon blog consiste en histoire d'horreur. C'est mon fort. Histoire d'horreur ? Oui, c'est ce que j'aime. Et j'aime raconter les histoires d'horreur. J'aime moi-même aussi me faire peur avec mes propres histoires. Eh oui. Mais de tout temps. Vous aimez les histoires d'horreur ? Oui, j'adore les histoires d'horreur. Vous savez pourquoi ? Ça vient d'où ? Ça vient d'où ? En fait, si j'ai cette passion pour les histoires d'horreur, ça me vient de ma grande sœur.
c'est à partir d'elle que j'ai commencé à découvrir ce genre de film. Et depuis, on se fait des activités le dimanche soir, le vendredi soir, où on regarde des films d'horreur pour aller dormir terrifié. Oh là là! Alors, on va parler peut-être un peu de la situation haïtienne, qui, à côté, est un conte de fées, j'imagine. Comment on est étudiante en médecine aujourd'hui en Haïti, où l'on sait que la violence, l'instabilité politique, l'instabilité sismique aussi parfois, viennent troubler le cours des choses? Eh bien, on s'adapte. C'est ce que je peux dire. On s'adapte parce que les choses ne sont pas faciles et on ne peut pas décider de s'arrêter en chemin à cause de certaines difficultés qui, d'ailleurs, ne dépendent pas de nous. Donc, on s'adapte, on essaie d'avancer quand on peut. S'il faut s'arrêter un moment, on le fait. Mais on continue. Bravo. Moi, je voudrais du coup poser une dernière petite question à Pierry et qui fera un clin d'œil à un autre grand événement que nous vivons aujourd'hui en France. Est-ce que Pierry, puisque vous avez dit que c'était la première fois que vous veniez à Paris, est-ce que vous pourriez dire en repartant, j'ai deux amours, mon pays et Paris? Eh bien, une chose est sûre, c'est que mon premier amour reste Haïti. Mais après avoir passé, je vais dire quelques heures à Paris, je vais admettre que la ville commence à se frayer un petit chemin vers mon cœur. Ah, bravo. Merci beaucoup. Et on vous retrouvera demain dans la tranche Amérique-Haïti à 14h sur RFI, puisque vous serez une des invitées de cette tranche. Et merci de vous y prêter. Mais je voudrais qu'on entende maintenant votre texte. Et nous avons demandé pour cela à un autre auteur, Jean d'Amérique, que je convie à ce pupitre, pour lire votre texte. Jean d'Amérique est un auteur, je ne vais pas dire totalement reconnu, mais qui commence à l'être, puisqu'il vient de publié son premier roman Soleil à coudre aux éditions Actes Sud, pour lequel il a eu déjà de nombreux prix, et il fait partie de la liste finaliste pour le prix des 5 continents de la francophonie. Et puis, il a obtenu le prix RFI Théâtre pour un texte formidable qui sera lu au Festival d'Avignon notamment, qui s'appelle Opéra Poussière, qui sera publié aussi au mois de juin. Donc, c'est un auteur, poète et slameur, et il me semblait que c'était malin, joli, sensible de faire un transfert comme ça, un passage de mots et d'écriture entre une très jeune autrice et un auteur qui se confirme. Jean d'Amérique, à vous, à toi. Moi, je suis différente. Je l'ai toujours été. Pour ma mère, c'est comme si j'étais une extraterrestre, mais ne pas avoir sa place parmi ceux qui traînent sur un monticule de terre ne semble pas si terrible quand on a toute la mer pour patrie. Si je pouvais redéfinir moi-même proprement les termes, je dirais qu'ils étaient semblables entre eux parce que j'étais différente. Ce sont eux qui ne me ressemblaient en rien, qui n'avaient ni ma fougue, ni ma hardiesse. Au premier rayon du soleil, à travers la grande bleue, il fallait déjà être debout pour réaliser les grandes brasses salutaires du matin, afin de remercier le jour d'avoir mis un terme à une nuit de plus. Dans nos croyances, cela signifiait que la fin du monde était encore loin. Dans cet ordre précis, il fallait laisser passer d'abord les baleines, immenses et gracieuses. Puis venait le tour des tortues de mer, accompagnées des mollusques. Après, dans un torrent arc-en-ciel, pleuvait tout un banc de poissons divers, multicolores, les uns plus gais que les autres. Et enfin, le défilé des sirènes. En rang bien ordonné, depuis notre grotte littorale jusqu'au récif de corail, sans oublier toujours lancer le premier coup de nageoire de gauche à droite. Toujours. Ceci s'orchestrant avec la plus parfaite harmonie dans le bleu azur et salé d'une mer qui s'éveille. Tiens-toi droit sur ta queue, entendais-je ronchonner ma mère tous les matins. Haut les fronts, tous, sans exception,
se livrait avec grâce et zèle à cette abominable mascarade matinale, et pour clôturer le spectacle, il fallait des heures afin de récolter assez d'algues pour les repas de la journée. N'en avait-il pas marre? Dès que j'ai atteint la puberté, je me suis soustraite à ces activités. Mon comportement rebelle avait fini par creuser un fossé d'abord entre ma mère et moi, puis entre les autres sirènes et moi. La différence, ça faisait peur. Il ne me ressemblait pas, alors il m'avait chassé. Je me plaisais mieux dans mon coin de mer à onduler ma queue massive avec mollesse, ma belle brosse sortie de pierres précieuses en main, coiffant langoureusement ma chevelure foisonnante. Je m'étais dégoté en espace retiré, profond, non loin du récif où je pouvais me blottir dans la cale d'un vieux navire qui avait coulé. Il était massif, magnifique. Il portait bien son nom. La Santa Ma, imprimé sur son flanc. La Santa Madonna, Santa Mariana, Santa Maria, c'était tout ce qui était lisible. La Santa Ma, le reste avait été effacé et détruit. Je me demande quelle aventure ébouriffante il avait vécu, ce bateau. Sur sa proue se dressait un magnifique tronc de femme. Elle avait le port altier, le bras fermement dressé et les cheveux figés dans le sens du vent. Parfois, je tentais de lui parler pour connaître son histoire, mais elle gardait pour elle le secret de son éternité, le regard perdu dans le lointain. Le temps s'écrasait lourdement comme des vagues. Lorsque je me cachais dans ce havre, je me contentais d'avaler ce qui me tombait sous les nageoires, de petits crustacés, des vers, parfois même des crevettes cachées ça et là dans la cale du bateau. Mais pas d'algues. Je ne supportais plus ce goût végétal qui signait en lettres amères l'existence morne et monotone d'une sirène. Il devait y avoir autre chose que de simplement exister. Et une nuit, je l'ai découvert. La Grande Bleue était entrée dans un profond sommeil ce soir-là. Nuit d'encre sur terre et sous mer. Seule la lueur lointaine d'une lune timide glissait à la surface presque immobile de l'eau, grain de clarté dans ma nuit salée. Pas un seul petit poisson en vue, tout dormait, sauf ceux d'en haut. Je me sentis tout à coup un appel venu d'en haut. Il était puissant, comme un coup de poing sur le cœur. Il dominait presque ma propre volonté. Je perçus de plus une senteur métallique, délicieuse, nouvelle que je ne connaissais pas. Je partis en flèche vers cet appel, fendant la mer. Je sortis prudemment la tête de l'eau, ébloui par de mystérieux cantiques, émis au son tribal du tambour par une foule de terrestres agités, vêtus de blanc. L'un d'entre eux m'aperçut et s'écria : « La voilà, l'esprit de l'eau. Elle nous a entendus. » Disant cela, il saisit une coquille de lambi vide et se mit à souffler de toutes ses forces. Un son envoûtant me fit frissonner et m'incita à me révéler alors en entier à eux, dressés sur ma grande queue émeraude scintillante, des guirlandes de perles à ma ceinture. Ils étaient nettement plus petits que dans mes souvenirs ces terrestres. Silence de plomb. Ils s'agenouillèrent tous, sauf un, dans l'eau jusqu'à la taille, qui semblait m'implorer en geignant. Il était retenu par de lourdes chaînes. À le regarder, je compris qu'il avait été battu. L'odeur métallique se fit plus forte, plus insistante. Je m'approchai alors de lui.
cherchant en humant la source de ce fumet enivrant qui m'avait tiré hors de mon trou, les yeux rivés sur son poignet dégoulinant. Je découvris alors cet élixir rouge et palpitant qui me chatouillait les branchies depuis les profondeurs. « Quel est ton nom, esprit ?» me cria-t-on. « Je suis Simbi, » répondis-je. « Accepte notre sacrifice, maîtresse des eaux, et redonne-nous la pluie. » Mais comment ? Je n'étais qu'une simple sirène. Quel pouvoir avais-je sur la nature au point de lui extraire à moi seule la pluie ? Je n'avais jamais touché à un cheveu terrestre, d'un terrestre. Mais le temps de reprendre mes esprits, il ne restait plus que des chaînes rougies par le festin dont je venais de jouir. J'avais croqué à maintes reprises, tandis qu'une explosion de saveurs nouvelles me faisait vibrer de mes griffes jusqu'à la pointe de ma queue. Je léchais allègrement mes doigts, mes bras, mes lèvres. J'en voulais encore, j'en voulais plus. Je m'approchais du rivage, faisant signe aux autres terrestres de me rejoindre dans l'eau écarlate. Un éclair parcourut le ciel à toute allure, et les nuages se mirent à pleurer la naissance d'un monstre marin. Bravo, Pierry-Anne Fénelon, pour Renaissance. Bravo. Un grand merci à vous et toutes nos félicitations à M. Sékou Omar Sylla et à Mme Pierry-Anne Fénelon. Nous leur souhaitons un bel avenir littéraire dans ce monde francophone riche qui leur tend les bras. J'invite maintenant les intervenants à reprendre place dans la salle parce qu'on va clôturer cette cérémonie. Tout comme le début, je vous invite à partager un dernier moment en musique avec M. Itzen Laribi et M. Marco Chourneau, qui vont nous interpréter les morceaux de leur dernier répertoire.
Mesdames, Messieurs, nous vous remercions vivement pour votre présence à notre cérémonie de l'inauguration de la Maison des étudiants de la francophonie. À raison de la situation sanitaire et des consignes sur le campus, il ne sera malheureusement pas possible de vous convier au cocktail qui aurait dû clore cette cérémonie. À très bientôt dans cette maison où vous êtes chez vous.